Bonsoir à tous et bienvenue dans le débrief. Un débrief spécial dédié en ce 8 mars à la journée internationale des droits de la femme. Le Maroc, à l'instar du monde entier, célèbre cette journée du 8 mars. Alors, en 2025, que pouvons-nous dire des avancées en matière des droits des femmes concernant le mariage, le divorce, la polygamie ou encore l'héritage? Au Maroc, les 139 dispositions révisées de la nouvelle Boudaouana n'ont pas encore été révélées puisque le processus est toujours en cours et il prévoit donc l'élaboration d'un avant-projet de loi par le gouvernement. Il devra ensuite être adopté en Conseil de gouvernement et adopté par les deux chambres. Seules les grandes lignes des propositions approuvées ont été dévoilées à fin décembre dernier. Dans cette émission, je vous propose donc de revenir sur le processus en lui-même, parfois mal compris par les Marocaines et les Marocains, mais aussi et surtout sur cette base de propositions rendues publiques le 24 décembre 2024. Alors, concrètement, que va changer ce nouveau code de la famille en devenir au Maroc? Pouvons-nous parler d'avancée ou peut-être de recul au cœur d'une société marocaine dont la cellule souche, la famille, change de visage? À l'occasion du 23e anniversaire de son accession au trône, Sa Majesté le roi Mohamed VI avait affirmé, je cite, « Nous veillons à ce que le code de la famille soit empreint de modération, d'ouverture d'esprit dans l'interprétation des textes, de volonté de concertation et de dialogue, et qu'il puisse compter sur le concours de l'ensemble des institutions et des acteurs concernés ». Fin de citation. C'est à la lumière de cette citation royale et grâce au concours de mes prestigieuses invitées que je vous propose d'explorer les potentiels changements en matière des droits de la femme et de la famille au Maroc, dans notre pays. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Rachida Tahiri, fondatrice et ex-présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc et cofondatrice aussi, on le rappellera, du tout premier centre d'écoute pour les femmes victimes de violences faites au Maroc. Bonsoir à vous, Madame. Bonsoir madame et ravie de cette invitation dont je vous remercie et je vous dis Ramadan Moubarak à vous, à toute l'équipe et aux Marocains et Marocaines qui vont nous regarder. Alina Oualik, Madame Rizlen Mamouni, avocate d'affaires et défenseuse des droits des femmes, fondatrice du mouvement Kif Mama, Kif Baba, est également avec nous. Bienvenue à vous également. Merci pour votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Madame Khaoula Ben Omar, présidente du Forum des femmes Joussour, cinéaste, écrivaine et productrice, est également parmi nous. Bonsoir à vous trois. Alors, première question, ce sera pour vous, Madame Tahiri. Quel regard posez-vous sur ce texte en gestation du Code de la famille, une Moudaouana amendée? Merci. Donc, premièrement, je dirais que le texte en révision, il coïncide bien sûr avec le chantier, son chantier est ouvert et le 8 mars que vous avez présenté et que la communauté internationale célébrera demain. Donc, à cette occasion, on voudrait saluer tous les combats et la combativité des femmes, des mouvements pour les droits des femmes, pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait égalité. Et c'est notre combat, nous, Marocaines et Marocains, pour que le code de la famille, justement, soit basé sur l'égalité, sur la justice envers les femmes et les enfants. Donc, vous avez parlé au début du processus. Effectivement, donc le processus a commencé il y a plus 2 ans à peu près, depuis 2023 avec le discours de Sa Majesté. Nous avons été confiantes à ce processus, notamment par l'approche participative, par la mise en place de la commission qui a auditionné des centaines de mouvements, d'associations, d'experts et expertes, d'universitaires, etc. Mais c'est-à-dire le résultat auquel on s'attendait eh bien, était bien en deçà. Il nous a surpris parce que il y avait le Code de la famille. Dans le Code de la famille, il y a 400 articles.
on nous a dit qu'il y a que 139 propositions ont été présentées à Sa Majesté. Et puis à la fin, on nous présente 17 propositions. Donc, le processus auquel on était confiante au début, il nous a déçus tout simplement, c'est-à-dire nos attentes n'ont pas été prises en compte, c'est-à-dire les propositions qui ont été, les 17 qui ont été révélées, le reste, on ne sait pas de quoi il s'agit, on n'ose rien, c'est une première peut-être revendication, c'est qu'on nous présente, et ensuite, c'est-à-dire ce processus où la présentation des propositions n'a pas suivi le même cheminement, la même méthodologie qu'auparavant. C'est-à-dire, il y a une audition, il y a des centaines de mémorandums, de propositions, etc. Et à la fin, on discute ou on débat de 17 propositions. Où sont passées le reste des dispositions? Et puis, on a un texte qui n'est pas clair, qui a semé la confusion partout, et c'est dans ce sens, c'est-à-dire, il a été présenté par deux ministres, c'est-à-dire il n'y avait pas le chef du gouvernement qui vient présenter un texte qui peut être discuté, et c'est-à-dire un texte homogène. Donc, on est en face de certains titres, on dira, de certains titres seulement, et c'est-à-dire on attend maintenant le texte final pour justement approfondir notre analyse. Ce qu'on analyse maintenant, ce sont les 17 dispositions, mais ces 17 dispositions reflètent une certaine approche c'est-à-dire les dispositions auxquelles on reviendra par la suite, mais il y a déjà le rejet de trois principales, ou de quatre, je dirais de quatre principales dispositions, à savoir l'article 400, c'est l'article 400 qui donne aux juges le droit de légiférer en l'absence de dispositions dans le texte du Code de la famille. Donc, c'est un texte ouvert sur toutes les dispositions. On a vu le côté négatif ou l'impact négatif de ce texte 400 utilisé par les juges dans certains cas. Le deuxième point, c'est concernant la filiation des enfants et le recours à l'ADN. Donc, c'est un rejet qui n'est pas expliqué, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de... on n'explique pas, ou on explique en recourant c'est-à-dire à des textes c'est-à-dire dépassés. Le troisième point, c'est c'est-à-dire les deux époux de confessions différentes n'héritent pas l'un de l'autre, et les enfants aussi n'héritent pas de leur mère ou de leur père, alors que c'est-à-dire le mariage c'est-à-dire mixte entre personnes de différentes confessions, il est autorisé par le Code de la famille. Et ceci nous montre les discordances et les contradictions de ce texte. Donc, il y a aussi la question du tassib. On va poursuivre avec vous, Madame Rizlen Mamouni. Je vous poserai donc la même question, peut-être premier tour de table, en y ajoutant peut-être l'aspect suivant, qui est s'il y avait une urgence, s'il y avait un impératif absolu à changer, à faire évoluer au plus vite en ce qui concerne la famille marocaine, que serait-il, selon vous ? Mais c'est toujours très difficile de répondre à ces questions de priorité ou de choisir un seul thème. En tout cas, je tiens à dire que je m'associe à tout ce qu'a dit ma camarade Rachida Tahri et sur tous les points. Maintenant, il y a effectivement quand même un point qui nous tient particulièrement à cœur à Kif Mama Kif Baba, c'est celui de la distinction entre la filiation légitime et la filiation illégitime. C'est-à-dire que au Maroc aujourd'hui, on a le droit marocain considère qu'il y a deux groupes d'enfants. Il y a des enfants qui sont nés de parents qui sont mariés et qui bénéficient d'une panoplie de droits, notamment à l'égard de leur père. Et puis on a une sous-catégorie d'enfants qui sont ceux qui sont nés de parents qui ne sont pas unis par un lien du mariage et qui n'ont eux aucun droit, notamment à l'égard de leur père.
Et c'est quelque chose qui nous scandalise à plusieurs niveaux. D'abord parce que il y a un historique de combat dans le mouvement de défense des droits des femmes au Maroc, où la question des mères célibataires et des difficultés auxquelles elles font face, elles et leurs enfants, donc nés hors mariage. Donc ça fait des décennies que la société est sensibilisée à ces sujets, qu'on devrait comprendre vraiment que c'est une question qui relève de l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout simplement, ces enfants-là n'ont pas choisi la situation matrimoniale de leurs parents, donc on ne peut pas, dès la naissance, les priver d'un certain nombre de droits. Je trouve ça extrêmement choquant. Et le deuxième point pour lequel en fait ce maintien d'un certain statu quo me choque et me révolte au plus haut point, c'est que depuis la Moudawana de 2004, entre la Moudawana de 2004 et aujourd'hui, on a quelque chose qui s'est passé qui est très important, ça a été l'adoption de la Constitution de 2011. Rappelons-nous que la Constitution de 2011 a recueilli 99% de votes favorables du peuple marocain, et que cette Constitution, non seulement elle inscrit le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, elle inscrit le principe de respect de la vie privée de chacun, et puis surtout elle inscrit dans son article 32 un devoir pour l'État de protéger l'ensemble des enfants marocains indépendamment de leur situation familiale. Ça, c'est inscrit noir sur blanc dans le marbre de cette belle constitution dont on connaît les circonstances d'adoption. Et aujourd'hui, on est extrêmement choqués de voir que le Conseil supérieur des oulémas, puisque c'est lui, alors c'est vrai que c'est difficile, même d'un point de vue terminologique, de désigner quelles sont les propositions, quelles sont en fait les propositions qui ont été retoquées par le Conseil supérieur des oulémas et qui nous donne donc une proposition retoquée, donc, et qui vient donc du point de vue du Conseil supérieur des oulémas, et que si on s'en tient aujourd'hui à la proposition et à la position du Conseil supérieur des oulémas, la loi de demain, la Moudawana de demain, sera contraire à la Constitution de 2011. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave parce que c'est une menace pour l'état de droit en soi et en lui-même en tant qu'organisation et en tant que hiérarchie des normes. Il est, je pense, inacceptable que des fatwas sur lesquels ont le monopole un groupe de personnes extrêmement politisées, on le remarque par ailleurs, que leur avis, puisque ce n'est qu'un avis consultatif, soit supérieur à la Constitution. C'est hors de question qu'on laisse passer ça. Et donc, c'est pour ça que s'il y a une chose qui doit bouger, ce serait celle-là, d'effacer toutes les distinctions entre les enfants marocains parce qu'ils ne le méritent pas. En fait, ils n'ont rien fait pour mériter ça. Khaoula Ben Omar, vous êtes cinéaste, productrice, vous êtes aux premières loges, hein, si on peut dire, pour raconter, décliner cette question névralgique qu'est le statut de la femme et plus généralement celui de la famille au Maroc. Le cinéma a vocation à infléchir le narratif en la matière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point ? Alors, déjà pour commencer, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'écouter mes collègues, et mes camarades de combat. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, oui, le cinéma, il a plusieurs rôles. L'un d'entre eux et qui est, l'un des plus importants, c'est, écrire l'histoire d'un pays, l'histoire d'une civilisation et bien sûr, quand on a un cinéma qui suit, ce qui se passe dans la société, il est à même de raconter, ce qui s'est passé, d'où est-ce qu'on vient, comment on a évolué. Il est à même de sensibiliser, mais pas en donnant des leçons, mais par rapport à notre expérience en tant qu'être humain dans une société, parce que sinon, la mémoire peut nous jouer des tours. Et une société qui n'a pas de mémoire, elle peut facilement rebrousser chemin et perdre tout ce qui a été acquis au fil de plusieurs décennies, voire des siècles. Donc, quand on parle de la situation de la femme, il est très important d'avoir un cinéma qui raconte notre vraie culture, qui raconte notre vraie histoire et qui la raconte de deux points de vue différents, c'est-à-dire celui des hommes et celui des femmes, qui raconte aussi, quand on est en train de parler justement, j'entends bien ma collègue, Madame Rizlan Mamouni, parler des enfants, du fait de mettre les enfants que tous les enfants ne sont pas dans le même pied d'égalité. Ce sont des thématiques que peut raconter notre cinéma pour montrer à quel point ça peut être horrible, pour montrer à quel point est-ce que c'est injuste. Et puis, c'est une arme contre l'oubli.
mais c'est surtout une arme pour poser des questions, pour questionner notre quotidien, pour questionner ces petits détails de tous les jours qu'on peut ne pas remarquer, mais qui sont bien là et qui ont un impact réel sur toute la société. Rachida Tahri, la Moudawana circonscrit toutes les politiques publiques. Ce texte s'impose dans toutes les sphères de la vie des citoyennes marocaines et des citoyens. Est-ce qu'il répond aujourd'hui aux évolutions de cette société dont le visage a beaucoup changé en 2025? Peut-être nous parler notamment des subventions allouées dans le cadre de la couverture sociale, par exemple. Est-ce que, bon, c'est-à-dire ce texte, comme vous l'avez dit, donc il est dans un contexte qui nous dit qu'il y a, c'est-à-dire des mutations profondes, et nous, dans le cadre de l'association AWAL, c'est-à-dire on a travaillé sur ce sujet et on a trouvé, c'est-à-dire on a trouvé que la société marocaine, elle a totalement changé. Il y a des mutations très profondes et il n'y a pas un seul modèle de famille. Il y a des familles que, justement, les politiques publiques ne les prennent pas en considération. Mes camarades viennent de parler des femmes, des mères célibataires qui sont là, mais elles ne sont pas reconnues. Le recensement national vient d'avoir lieu, mais on ne sait pas combien y a-t-il de mères célibataires. Bien sûr, il y a les associations qui les accueillent et qui ont des chiffres. Les enfants nés hors mariage aussi, on n'a pas de données, etc. Et autres catégories de la société. Est-ce que les politiques publiques répondent aux aspirations des citoyens et des citoyennes, dont le code de la famille et dont c'est-à-dire la couverture ou la couverture, la protection sociale? Eh bien, on dira, ou je dirais non, parce que c'est-à-dire on assiste de plus en plus c'est-à-dire comment dirais-je, c'est-à-dire tous les indicateurs nous montrent qu'il y a des reculs. Si on prend, voilà, les femmes, par exemple, les femmes, eh bien, elles sont aujourd'hui, les femmes qu'on considère actives, elles sont à 19%. Bien sûr, il y a des avancées en matière d'éducation, mais les filles restent encore, c'est-à-dire victimes de déscolarisation, victimes d'abandon scolaire, victimes de mariage de mineurs, etc. La même chose pour on a parlé des enfants nés hors mariage, donc ils ne sont pas reconnus, ils sont stigmatisés et c'est-à-dire ne sont pas pris en charge, c'est-à-dire on leur refuse l'identité et on propose que le père puisse, c'est-à-dire les entretenir, on ne sait pas comment, alors et les enfants eux-mêmes ne demandent pas, c'est-à-dire des choses pécuniaires, de l'argent ou autre, mais ils demandent l'identité, qu'ils soient reconnus, qu'ils soient protégés tel que c'est dit dans l'article 32 de la Constitution, et à notre connaissance, la Constitution est la loi suprême. Et aussi, il y a un autre article que peut-être nous oublions de citer, c'est l'article 6 qui stipule que les pouvoirs publics doivent mettre c'est-à-dire toutes les conditions pour garantir l'effectivité des droits. Maintenant, la protection, pourquoi on insiste sur le code de la famille? Parce que c'est la loi qui cadre toute la vie d'une personne avant qu'elle naisse et après son décès. Donc, elle réglemente toutes les étapes du cycle de vie d'une personne. Et à travers ce cycle de vie, eh bien, le code de la famille, eh bien, c'est un code avec les dispositions actuelles, c'est-à-dire elles sont discriminatoires, elles génèrent de la violence et c'est-à-dire elles génèrent aussi ou elles cadrent les autres lois et les autres législations. Je citerai, vous avez parlé de la protection sociale, eh bien aujourd'hui, on parle de chef de famille.
Alors de on va famille qui est reparler, le reparler de ça. masculin. On va Et c'est reparler lui de qui ça, Madame perçoit Tahiri. On les va en reparler subventions. effectivement parce que c'est une des questions très importantes sur laquelle j'aimerais revenir. On ne va pas aborder tout d'un coup. Vous parliez de l'effectivité des lois, Rachida Tahiri. Rizlen Mamouni, vous avez à cœur, vous, cette réforme en devenir qui est, c'est vrai, la dernière ligne droite vers une Moudawana que les Marocaines espèrent la plus équitable possible. Vous avez à cœur la question de la constitutionnalité, vous en avez parlé tout à l'heure de cette réforme, et vous faites référence à la dernière constitution, celle de 2011, qui prône l'égalité. Est-ce que vous pouvez nous en parler, et notamment peut-être de cette égalité en matière d'héritage? Absolument, oui, merci de me poser la question. C'est effectivement, c'est un sujet extrêmement important, pas juste pour les femmes marocaines et même pas juste pour les enfants, mais pour la démocratie en fait que le Maroc a choisi de construire et de renforcer au fil des ans et non pas de faire marche arrière. Et justement, il ne faut pas que cette réforme qui est décevante, en tout cas les propositions qu'on a entendues, les propositions retoquées par le Conseil supérieur des oulémas qu'on a entendues jusqu'à ce jour sont décevantes, voire plus. Et c'est effectivement la dernière ligne droite pour que ce ne soit pas un net recul en matière de droit de manière générale au Maroc. Je dis que c'est la dernière ligne droite parce que le processus législatif n'a pas encore commencé, à strictement parler. Donc la prochaine étape, c'est que le texte donc, est en train d'être rédigé par une commission. Il va être adopté en Conseil des gouvernements et puis ensuite déposé au Parlement pour qu'il soit débattu et voté. Donc on a encore deux fenêtres de tir, si je peux m'exprimer ainsi. C'est d'abord de veiller à la rédaction de ce texte qui est aujourd'hui en cours par une instance composée par les 3 ministères concernés et aussi par le secrétariat général du gouvernement. Donc il s'agit de veiller à ce que dans la manière de rédiger les textes, on n'aille pas aggraver encore ces propositions-là et surtout qu'on respecte strictement la Constitution qui effectivement prône l'engagement du Maroc à respecter les droits humains universellement reconnus et prône également l'égalité et la protection de l'enfance. Alors, vous avez parlé de l'héritage, c'est effectivement un point qui est extrêmement décevant pour nous puisque c'est le statu quo. Là aussi, on nous dit vous êtes bien gentil, ça fait des décennies que vous vous battez, mais ce sera niet. Donc on maintient ça, ce qui est quelque chose d'extrêmement grave et de discriminant et qui n'a un fondement religieux extrêmement faible puisque le tasib n'est même pas cité dans le Coran, c'est une invention de la jurisprudence islamique. Donc c'est une pure invention humaine puisque le seul texte sacré, à ma connaissance encore dans notre belle religion, c'est le Coran. C'est le seul texte qui est divin, qu'on considère d'origine divine et toutes les autres règles sont une émanation humaine, viennent d'êtres humains, donc on peut les débattre, on peut les changer aussi et les faire évoluer. Donc voilà, le tasib ne change pas. Il y aura toujours l'inégalité, donc le frère aura toujours le double de la part de sa sœur. Et troisième chose, on a toujours cette interdiction de laisser des testaments au profit de ses enfants, en fait, au profit des héritiers de manière générale. Tout ça, ça fait partie de nos revendications, donc d'établir une égalité purement et simplement entre les frères et sœurs, et puis d'ouvrir la voie au testament pour permettre aux parents qui souhaitent créer une inégalité entre leurs enfants pour faire hériter les garçons du double ou l'inverse. Enfin, chacun fait ce qu'il veut de son patrimoine, de son vivant. On ne parle pas encore d'héritage tant que la personne est vivante. Eh bien, si elle souhaite qu'après son décès, il y ait un partage inégal pour une raison quelconque, qu'elle puisse le faire à travers le testament. Et donc, et donc tout le monde serait content avec cette proposition-là. Voilà, on trouve que c'est absolument dommage et incompréhensible qu'il n'y ait pas une seule avancée sur ce point. Égalité, équité, qu'en est-il maintenant dans le monde de la culture également? Khaoula Ben Omar, quelle visibilité ont les femmes marocaines aujourd'hui dans l'univers du cinéma marocain? Avez-vous des expériences concrètes à nous relater, des expériences qui illustrent véritablement les enjeux de la place des actrices dans ce milieu du cinéma, un milieu théoriquement ouvert?
Écoutez, je vais vous dire la culture, le cinéma, ce sont des domaines, ce sont des espaces d'expression, ce sont des secteurs d'activité, mais qui correspondent parfaitement à la société, à ce qui se passe dans tous les autres secteurs. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un milieu, malgré justement, comme vous le dites, qu'il soit, supposé être, un univers d'ouverture et de réflexion. Là aussi, on se retrouve dans un univers, très misogyne, dans un univers où les femmes sont des minorités, où le quotidien d'une femme est beaucoup plus compliqué que celui d'un homme, que à diplôme égal, on n'a pas la carrière égale, quel que soit c'est-à-dire la profession. Encore plus quand c'est une profession où il n'y a pas de porte-parole là. Je pense aux professions qui sont liées qui sont derrière la caméra, qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibilisées. Et là, on se rend compte qu'il y a une certaine précarité quand même. Nous sommes très peu nombreuses dans le cinéma. Pour les cinéastes, les réalisatrices, elles sont nombreuses, visibles, on les connaît, on leur donne la parole, mais qu'en est-il des techniciennes dans tous les corps de métier, dans tous les départements? Là, on réalise qu'il y a qu'elles sont des minorités, qu'elles ne se connaissent pas entre elles, qu'il n'y a pas de programme pour les soutenir, que beaucoup d'entre elles, plusieurs d'entre elles, en quittant l'école, en ayant eu la formation qu'il faut, nous avons des instituts supérieurs qui forment dans ces domaines d'activité, mais qui, à un moment donné, en entrant dans le domaine, commencent à changer petit à petit de carrière parce qu'elles sont confrontées à la difficulté de ce domaine. J'ai envie de Merci, dire, Raoula. j'ai quand même envie de revenir à la Moudawana et de parler quand même autant que militante dans les droits humains et autant que présidente de JOSO, Forum des femmes marocaines. J'ai envie de dire que tout le processus par rapport à cette Moudawana était magnifique, était très porteur d'espoir. Maintenant, les résultats, on n'en est pas encore aux résultats, mais il y a beaucoup de points d'interrogation. On se pose la question sur ces textes, comment ils vont être formulés, comment on se pose des questions sur pourquoi certaines choses ne sont pas passées, pourquoi est-ce qu'on est toujours, on Il a y a toujours cette beaucoup, impression oui, avec tout les à fait. articles qui ont été abordés Tout à fait, que beaucoup de questions en suspens, effectivement. Merci Khaoula Ben Omar. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Merci Rachida Tahiri, fondatrice et ex-présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Madame Rizlen Mamouni, avocate d'affaires et défenseuse des droits des femmes et fondatrice du mouvement Kif Mama, Kif Baba. Khaoula Ben Omar également, présidente du Forum des femmes Jossour, cinéaste, écrivaine et productrice. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. C'est la fin du débrief. À la semaine prochaine.